Je ne suis pas né d'hier. J'ai rencontré des gens et fait des choses inusitées. Vous croyez peut-être que plus rien ne m'étonne? Détrompez-vous. Le monde regorge d'histoires et de phénomènes plus incroyables les uns que les autres, et de mystères qui me tiennent éveillé la nuit, certains dont je connais la réponse, et d'autres qui dépassent l'entendement. Les fantômes existent-ils? Devrait-on craindre le paranormal? En Californie, une femme est terrorisée par un assaillant invisible. Est-ce un véritable cas de possession? Oubliez les idioties qu'on voit à la télé, cette fois c'est vrai. En Nouvelle-Angleterre, une mère de famille subit une violente transformation. Est-elle possédée par un démon? C'est une histoire à donner la chair de poule. Et une adolescente britannique affirme voir des fantômes. A-t-elle un don? La peur était incontrôlable. Oui. C'est un monde étrange. Et j'adore ça. Avez-vous déjà vu un fantôme? C'est le cas de plus de 90 millions de Nord-Américains, sans compter les 40 millions d'autres qui disent avoir vécu une expérience paranormale. La plupart de ces mystères s'expliquent facilement, mais certains, en plus d'être très étranges, sont inexplicables et semblent être l'œuvre du mal. Les fantômes existent-ils? Et que sont-ils au juste? Devrait-on craindre le paranormal? Ou tout cela n'est que... baliverne? Le 8 août 1989, Barry Taff, un enquêteur du paranormal parmi les plus réputés du monde, répond à l'appel d'une femme en détresse de San Pedro, en Californie. Il se rend sur place avec un collègue, le photographe Jeff Whitcraft. Après quelques 5000 cas, je ne m'étonne plus qu'on me fasse déplacer pour rien. Et c'est exactement ce qui se passe la plupart du temps, rien. La femme en détresse est Jackie Hernandez, une mère seule, persuadée que quelqu'un ou quelque chose a fait de sa maison l'enfer sur terre. Elle disait avoir vu apparaître un vieil homme et d'étranges lumières. Elle s'est sentie étouffée quelquefois et des objets se sont jetés sur elle. Ce n'est pas banal. Plus effrayant encore, Jackie dit avoir aperçu à plusieurs reprises le cadavre d'un homme dans le lit de son fils. Intrigués, les chasseurs de fantômes décident d'examiner les lieux. Je suis toujours très sceptique, car je sais par expérience que beaucoup de gens embellissent ou exagèrent les faits. Mais ils découvrent dans la maison de Jackie un phénomène inattendu et des plus étranges. En prenant des photos dans la maison, on a aperçu cette substance, j'ignore ce que c'était, un étrange liquide visqueux suinté d'un mur. Devant ce liquide gluant inexplicable, Barry Taff est convaincu que Jackie dit vrai et qu'il y a bel et bien une activité paranormale chez elle. Il prélève des échantillons et lui assure qu'il reviendra. Mais à peine 3 jours plus tard, il reçoit un autre appel. Cette fois, c'est une urgence. Les forces qui ont pris d'assaut la maison de Jackie sont déchaînées. Les attaques physiques sont maintenant si violentes qu'elle craint pour sa vie. J'ai dû rester au chevet de mon père qui avait eu une crise cardiaque, alors ils y sont allés sans moi. Jackie croit que l'entité maléfique se trouve au grenier. Elle est témoin d'étranges lumières et d'un vacarme assourdissant. Jeff et Gary décident d'enquêter. Rien ne pouvait les préparer à ce qu'ils allaient découvrir.
Gary a entendu un gémissement. Quand il s'est retourné pour voir ce que Jeff faisait, il n'y voyait rien. C'était trop sombre dans le grenier. Malgré la peur, Gary prend quelques photos dans le noir. Celle-ci révèle une image qui les troublera à jamais. On peut y voir Jeff, un gaillard de 1,88 m et près de 100 kg, avec une corde autour du cou, comme s'il était pendu à un chevron. Mais il n'y avait personne d'autre, à part Jeff et Gary. Quand Gary l'a libéré, il avait une marque autour du cou. Il aurait pu mourir. S'il n'y avait personne d'autre, alors qu'est-ce qui a bien pu tenter de le tuer? Comment et pourquoi? Une mystérieuse entité tente de tuer Jeff Whitcraft. Les enquêteurs quittent les lieux pour faire une découverte encore plus effrayante. L'analyse médico-légale révèle enfin la nature de l'étrange matière visqueuse qui suinte les murs. L'analyse a conclu qu'il s'agissait de plasma humain. Il y a décidément de quoi faire de l'insomnie. Oubliez les idioties qu'on voit à la télé, cette fois c'est vrai. Maintenant persuadé d'avoir affaire à une force maléfique meurtrière, il presse Jackie de quitter la maison et de ne jamais y revenir. Que se passe-t-il dans la maison de Jackie Hernandez? Et pourquoi cette violence? L'histoire de Jackie, aussi connue comme la maison hantée de San Pedro, devient l'un des phénomènes paranormaux les plus mystérieux de l'histoire. Mais que s'est-il vraiment passé? Javier Ortega est enquêteur du paranormal. Pour lui, cela ne fait aucun doute. La maison hantée de Jackie Hernandez est un cas extrême. Même si quelqu'un me payait pour entrer dans cette maison, je n'irais pas. Hanté. On a tous déjà entendu ce mot, mais que signifie-t-il au juste? Habituellement, l'esprit d'un mort, par exemple le propriétaire de la maison qui est décédé sur place, est tellement attaché à sa propriété ou à son terrain qu'il revient l'habiter. La maison de Jackie est-elle hantée par l'esprit d'un mort? Étonnamment, l'enquête révèle un nouvel élément des plus étranges. Tandis qu'on enquêtait sur l'affaire, Jackie Hernandez a expliqué qu'elle et ses amis avaient communiqué avec l'esprit qui hante sa maison lors d'une séance de Ouija. Celui-ci affirmait être un marin et avoir été assassiné. Les enquêteurs ont par la suite découvert qu'un marin du nom de Herman Hendrickson était mort en 1930. L'esprit d'un marin assassiné est-il responsable des attaques dont ont été victimes Jackie et Jeff? Cela explique-t-il les autres phénomènes observés? La plupart des incidents rapportés étaient des apparitions, allant d'une tête désincarnée flottant dans le grenier au cadavre d'un homme dans le lit de son fils. Elle affirme également avoir aperçu d'étranges lumières, qu'elle a décrites comme des espèces de globes lumineux. Ce n'est pas la première fois que de tels incidents sont rapportés dans des maisons hantées. Mais pour Javier Ortega, la preuve la plus probante que la maison est hantée est l'étrange matière poisseuse suintant des murs de la maison. C'est décidément très bizarre. Comment du plasma humain peut-il s'écouler des murs? Après vérification, il a été confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un trucage. À mon avis, c'est la preuve la plus convaincante qu'il s'agit bien d'une manifestation paranormale. Le marin est-il si furieux d'avoir été tué que son sang coule dans les murs de Jackie? Étonnamment, Javier Ortega croit que Jackie n'est pas la seule victime. Quand Jackie Hernandez a quitté les lieux, les nouveaux locataires de la maison ont eux aussi remarqué une activité douteuse. Lorsque les mêmes observations sont rapportées d'un locataire à l'autre, tout porte à croire que le lieu est hanté. Quelle histoire incroyable! Des choses étranges se produisent chez moi aussi, mais il suffit de m'excuser pour que tout rentre dans l'ordre. Du plasma humain qui suinte des murs et un esprit si en colère qu'il est prêt à vous tuer. Que faire dans un pareil cas? Appeler SOS Fantôme? J'ai toujours rêvé de dire ça. La maison de Jackie Hernandez est-elle hantée? Ou se passe-t-il autre chose? Ça ne me semble pas être un cas de maison hantée classique. Une femme terrifiée rapporte une activité paranormale extrême dans sa maison.
d'étranges lumières, des bruits suspects et même des attaques physiques. Jackie Hernandez vit-elle dans une maison hantée? Ça ne me semble pas être un cas de maison hantée classique. Lloyd Auerbach est enquêteur du paranormal. Selon lui, les fantômes n'y sont pour rien. D'après ce que je sais du cas Jackie Hernandez, il semble qu'elle ait elle-même été habitée par un poltergeist. Un poltergeist? N'est-ce pas seulement un fantôme hyperactif? Quelle est la différence alors? L'expérience montre que ces phénomènes sont généralement liés non pas à l'apparition de fantômes ou à des lieux hantés en soi, mais à des personnes qui vivent une situation particulièrement stressante ou perturbante. Plusieurs croient que les poltergeists ne sont pas des fantômes, mais plutôt une manifestation psychokinésique. La psychokinésie repose sur l'idée que l'esprit peut agir directement sur la matière et l'énergie. Ce phénomène est généralement associé à des manifestations extérieures à la personne, par exemple des objets en mouvement, la capacité de plier des ustensiles par la pensée ou même le pouvoir de guérison. Jackie Hernandez est-elle elle-même à l'origine des étranges phénomènes survenus dans sa maison? Et si oui, comment est-ce possible? Chez certaines personnes, l'inconscient prend le dessus. De nos jours, les gens sont exposés à un tel niveau de stress en société qu'ils l'expriment de différentes façons. Certains deviennent enragés et s'en prennent à des objets ou fusillent des inconnus. Et d'autres catalysent différemment cette énergie négative, qui se manifeste par la psychokinésie. Ces réactions surviennent en situation de stress, un peu comme une crise de colère. L'inconscient de Jackie aurait-il simplement piqué une colère? Pourquoi? Il faut dire qu'elle vivait alors une période difficile et se sortait à peine d'un douloureux divorce. Elle vivait d'importants changements et se trouvait dans une détresse psychologique susceptible d'avoir engendré bon nombre des phénomènes observés. Les gens ignorent qu'ils sont peut-être eux-mêmes à l'origine de la plupart des cas de poltergeist. Selon Lloyd Auerbach, il ne fait plus aucun doute que Jackie est à la fois la victime et la source du problème lorsqu'elle déménage à 600 km de là. Étonnamment, les attaques paranormales vicieuses à son endroit continuent. Les victimes de poltergeist qui déménagent ne se débarrassent pas du phénomène, car il est en eux, et le cas de Jackie ne fait pas exception. Mais si Jackie est son propre poltergeist, comment expliquer que les nouveaux locataires aient aussi observé des incidents paranormaux? Les gens ont pu entendre parler de l'affaire. Ils rentrent chez eux si terrifiés qu'ils commencent à imaginer des choses. C'est ce qui est arrivé. C'est le phénomène de contagion. Cela n'exclut pas qu'il s'agisse d'une maison hantée. Il se peut qu'elle soit habitée par une entité, mais pour moi, c'est clairement un cas de poltergeist. Jackie aurait-elle elle-même provoqué les étranges phénomènes rapportés? À moins qu'il ne soit le fruit d'ondes négatives d'une toute autre nature. Le professeur John Huntington croit que le cas de Jackie Hernandez s'explique par des ondes sonores imperceptibles, les infrasons. Le son est créé par la vibration d'une onde dans l'air. C'est ainsi qu'on le perçoit et qu'il parvient à notre oreille. L'infrason se situe en deçà du niveau perceptible à l'oreille. L'oreille humaine ne peut détecter les ultra-basses fréquences. On n'entend rien en deçà de 20 Hz. Le corps humain émet de nombreux bruits à de très basses fréquences, comme les battements de cœur, la circulation sanguine et la respiration. Heureusement qu'on ne les entend pas, il y aurait de quoi devenir fou. Mais les ondes sonores ne nous affectent pas moins pour autant. Outre notre propre corps, d'où peuvent émaner ces basses fréquences? Les sources d'infrasons vont des systèmes de ventilation d'un immeuble au train, en passant par les camions par exemple. Tous les objets massifs en déplacement sont susceptibles de générer des sons à très basse fréquence. Étonnamment, le professeur Huntington croit que les ondes sonores de basse fréquence pourraient être à l'origine de l'étrange expérience de Jackie Hernandez. En plus de causer des maux de tête et la nausée, on croit que les infrasons pourraient causer des hallucinations s'apparentant à une forme de présence ou l'illusion qu'il se passe des choses étranges dans la pièce où l'on se trouve. L'exposition à des ultrasons imiterait-elle la présence de fantômes? On croit les infrasons responsables d'une forme d'hallucination ou d'apparition due à la vibration des ondes sonores qui se répercutent sur l'œil.
L'œil en soi peut résonner ou subir une vibration assez importante pour causer des troubles de la vision périphérique. Si en plus, on se trouve en un lieu particulièrement étrange, il ne fait aucun doute que les infrasons peuvent provoquer des expériences fantomatiques. Et si John Huntington disait vrai? Si l'activité paranormale observée à San Pedro avait une explication rationnelle? Comment alors expliquer le plasma suintant des murs? La maison de Jackie était-elle hantée? Ou celle-ci a-t-elle été victime de ses propres démons? Quelle que soit la réponse, cette histoire est décidément bizarre, ou quoi? Une femme du Connecticut est torturée de l'intérieur. Est-elle possédée par un esprit maléfique? On a tous déjà vécu des expériences soi-disant paranormales, qui ne sont en fait que des incidents inoffensifs, facilement explicables. Qu'est-ce que le paranormal? Existe-t-il vraiment? Le mot en soi a quelque chose d'étrange et d'effrayant. Regardons dans le dictionnaire. Paranormal se dit d'un événement apparemment inexplicable par la science. Comme la psychokinésie. La perception extrasensorielle et les phénomènes prétendument surnaturels. Bon, ça suffit. Vous ne bernerez personne. On aura tout vu. Mais certaines personnes vivent des événements paranormaux qui sont bien réels, et même mortels. Étrange, n'est-ce pas? Le professeur d'histoire John Kerner étudie les rapports d'activité paranormale. Jamais un cas ne l'a hanté autant que celui de Patricia Redding. Au dire de tout le monde, c'était une bonne personne. Rien dans son passé ne laissait présager ce qui allait lui arriver. En 1992, la vie de Patricia prend un tournant tragique. Affairée à des tâches ménagères dans sa maison de Litchfield, au Connecticut, elle entend soudainement une voix terrifiante. Elle a tout à coup senti une présence diabolique. Rien ne pouvait expliquer la présence de cette voix. Patricia tente de chasser la sinistre voix, mais celle-ci persiste, à jamais. C'est le début d'un véritable calvaire. La situation n'a fait qu'empirer. Patricia a vécu des circonstances très inhabituelles. Elle s'est retrouvée avec des morsures sur la nuque et des ecchymoses sur le dos, des blessures qu'elle n'aurait pu s'infliger elle-même. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer les ecchymoses et les autres blessures de Patricia? Le mystère est aussi étrange qu'effrayant. Accablée et troublée, elle cherche de l'aide. Sa famille l'a conduite auprès d'un médecin de l'hôpital local. Il a éliminé toutes les causes possibles de ses malaises. Faute d'explication médicale, Patricia n'a plus qu'à espérer que ses problèmes disparaîtront d'eux-mêmes. Mais la situation s'est rapidement détériorée. Les attaques sont devenues très violentes. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Encore et encore, la présence apparemment maléfique la projette sur les murs. C'est le genre de choses qui ne serait jamais arrivé à Pat Redding en situation normale. Elle n'était plus elle-même, c'était quelqu'un d'autre. Craignant pour sa sécurité, Patricia n'envisage plus qu'une solution. C'est alors que l'Église catholique s'est mise de la partie. L'évêque de Patricia prend ses allégations très au sérieux. Après l'avoir examinée, il arrive à une conclusion pour le moins étonnante. Il en a déduit qu'elle était possédée. Les démons aiment s'en prendre à des gens bien. Il n'y a qu'une solution. Pratiquer un rituel aussi vieux que l'Église. L'évêque décide qu'il faut l'exorciser.
Il s'est adressé au démon pour lui demander de se révéler au nom de Jésus-Christ. Le démon refuse d'abord de se montrer. Mais pas pour longtemps. Elle s'est mise à insulter le prêtre et sa famille dans une langue qu'elle ne connaissait même pas. Elle n'aurait jamais agi de la sorte en temps normal. Ce sont des signes évidents que le sujet est possédé par une entité démoniaque. Maintenant que le démon daigne se montrer, la véritable lutte commence. Les objets sacrés provoquent souvent la colère du démon. Ce sont de précieux outils car ils contribuent à le déstabiliser. Le mot Christ est également un puissant irritant. C'est pourquoi on le répète sans cesse. C'est une guerre d'usure. Après une lutte acharnée des heures durant, l'exorcisme porte ses fruits. Le démon devient si contrarié qu'il lâche prise et quitte le corps pour aller habiter quelqu'un d'autre. À l'issue d'un affrontement exténuant, le démon prend la fuite. Jusqu'à ce qu'il se manifeste de nouveau. Le mal est bien réel et il s'acharne parfois sur certaines personnes. Malheureusement, Patricia est à court de temps. Après 16 exorcismes, elle décède en 2005 d'un cancer que l'on croit attribuable à ces démons. Étonnamment, le cas de Patricia n'est pas unique. En effet, quelques 15 000 exorcismes seraient pratiqués chaque année. Le mal peut-il vraiment nous habiter? La possession démoniaque s'explique-t-elle autrement? Christopher Rosick est psychologue. Il croit savoir exactement ce qui est arrivé à Patricia Redding. Du point de vue de la religion, j'imagine qu'on pourrait y voir un cas de possession. Mais comme psychologue, je crois qu'il s'agit plutôt d'un trouble dissociatif de l'identité. Mieux connu comme le dédoublement de la personnalité, le trouble dissociatif de l'identité survient lorsque deux personnalités ou plus cohabitent chez une même personne. Il se développe parfois chez un enfant qui est maltraité, ce qui entraîne une rupture psychologique. Une personnalité montre un visage heureux, tandis que l'autre porte la souffrance et la honte en secret. La première personnalité ignore la présence de la seconde. Les gens perçoivent des voix et d'autres signes, mais ils ne savent pas d'où ils viennent. Les voix démoniaques que Patricia entendait étaient-elles les cris d'une deuxième personnalité torturée? Sa deuxième personnalité, mais voulait-elle du mal? Une de mes patientes a déjà fini au fond d'une tombe avec une lame à la main. Elle s'était tranché un bras. Un alter ego autodestructeur serait-il responsable des blessures de Patricia? Comment la psychologie explique-t-elle le pouvoir de l'exorcisme? Le rituel ne sert qu'à réconcilier les deux identités distinctes qui cohabitaient dans leur hôte à l'insu de celui-ci. Ils n'entendent plus les voix. Mais mon expérience avec certains patients montre que les voix finissent par revenir. Tôt ou tard. Je ne voudrais en aucun cas minimiser la valeur de l'intervention religieuse. Mais la psychologie apporte des éléments de réponse qui devraient être pris en compte. La possession démoniaque. Des gens ordinaires soudainement habités par des entités maléfiques. Ça vous rappelle quelque chose? Moi aussi j'ai vu tous ces films. La malédiction 1, 2 et 3, l'exorciste et bien d'autres. Et vous savez quoi? Ils ne me font pas peur. Et je n'en crois pas un mot. Vous n'allez quand même pas croire que le diable se met de la partie chaque fois qu'une situation devient orageuse. Ou bien qu'une tête fait un tour sur elle-même. Ou que quelqu'un se met à parler dans une langue étrangère. Sommes-nous tous sujets à la possession démoniaque?
La réponse pourrait être encore plus effrayante. Satan a le pouvoir de s'introduire en nous. Une femme du Connecticut semble possédée par une entité démoniaque. Souffre-t-elle d'un dédoublement de la personnalité? Ou l'explication est de loin plus terrifiante? Le révérend Bob Larson n'est pas un homme de foi ordinaire. Je suis, entre autres choses, un exorciste. Après s'être penché sur le cas de Patricia Redding, Bob Larson est convaincu qu'elle était possédée. La plupart des gens croient que les cas de possession sont rares. Mais c'est tout le contraire. Et cela a de quoi glacer le sang. Les démons sont-ils omniprésents? Tentent-ils de s'introduire dans le corps d'innocents humains? La Bible nous enseigne que quand Satan a été exclu du paradis, le tiers des anges impliqués dans l'insurrection ont été déchus avec lui. Selon le livre de l'Apocalypse, lorsque Satan perdit la bataille contre Dieu, lui et ses suppôts ont été chassés de la terre et condamnés à errer dans le monde des esprits. Satan est un être spirituel invisible. Il ne peut pas appuyer sur la détente d'une arme, mais il peut s'introduire dans un corps humain pour en faire un instrument du mal. Bob Larson croit qu'il est clairement question de possession dans les Saintes Écritures. Il croit fermement que Patricia ne souffrait pas d'un dédoublement de la personnalité. J'ai vu de nombreux cas de dédoublement de personnalité. Je connais la différence. Seul le démon peut entretenir une haine aussi profonde de Dieu et des objets de culte. Cela relève de bien plus que d'une psychose. Voilà comment on reconnaît les personnes possédées. Selon Bob Larson, un élément prouve hors de tout doute la présence du démon. Pat Redding a apparemment parlé dans une langue inconnue. J'ai vu des milliers de cas semblables. J'ai déjà vu une femme parler chinois une fois. J'ai également été témoin d'un autre cas fascinant où le sujet s'est mis à parler une langue étrange. Seul un professeur titulaire d'un doctorat en langue sémitique ancienne a été en mesure de décoder le message. L'usage de ces langues anciennes, voire oubliées, prouve-t-il que Satan mène une guerre sans fin en s'appropriant des corps humains? J'invite les sceptiques qui ne croient pas à la possession par le démon à venir rencontrer avec moi les milliers de personnes que j'ai exorcisées. L'exorcisme leur a rendu leur sourire et leur joie de vivre. Jamais elles n'auraient cru une telle libération possible un jour. C'est pourquoi je pratique des exorcismes. Les exorcismes prouvent-ils avec certitude la présence d'esprits maléfiques sur Terre? Les prétendus cas de possession sont-ils en réalité des cas de maladie mentale méconnue? À moins qu'il s'agisse d'une invention pure et simple. Quelle que soit la vérité, tout ça est décidément très bizarre, ou quoi? Ces histoires de fantômes et d'expériences paranormales donnent froid dans le dos, non? D'un autre côté, elles me font sourire. Pourquoi les esprits et les fantômes sont-ils toujours maléfiques? Il n'y aurait donc aucun esprit bienveillant là-haut? J'espère que oui. Croyez-le ou non, certaines personnes aiment s'entourer de fantômes et peuvent même communiquer avec eux. Comment? Grâce à un don. Faye Jackson est en apparence une adolescente comme les autres. J'aime faire les boutiques et sortir entre amis. Faye semble mener une vie normale, mais dans les faits, elle et sa famille vivent une situation si délicate qu'elle préfère ne pas parler à visage découvert. Même si ça fait partie maintenant de notre quotidien, c'est parfois effrayant. L'histoire de Faye a commencé il y a 3 ans, alors qu'elle était âgée de 10 ans. J'étais seule dans ma chambre et j'ai senti la présence d'un homme à côté de moi.
Elle a senti une forme d'énergie, une présence à ses côtés. Je sentais son souffle chaud dans mon oreille. C'est alors qu'il lui a murmuré à l'oreille. M'entends-tu? Faye accourt vers sa mère. La peur était incontrôlable. C'était inexplicable. Elle était terrifiée. Et pour être franche, moi aussi. Lorsque Lynn retourne avec sa fille dans la chambre, l'homme a disparu. Mais pour Faye, sa présence ne fait aucun doute. J'ai vu mon premier fantôme. Fait étonnant, cette rencontre ne sera pas la dernière. Les esprits ont commencé à se manifester régulièrement. Ils venaient seulement lorsque j'étais seule. Toutes sortes d'esprits entraient dans ma chambre. Faye est hantée par des centaines de fantômes. Elle reçoit parfois jusqu'à 5 visites par soir. Certains veulent seulement lui révéler comment ils sont morts. C'est un peu sinistre étant donné qu'elle n'a que 13 ans. Les fantômes se font de plus en plus insolents. Une fois, son lit tout entier s'est mis à trembler. C'était terrifiant. Je me suis littéralement sentie attaquée. C'était affreux. Je me suis sentie menacée et très seule. C'en était trop. Il fallait faire quelque chose. Désemparée, Lynn se tourne vers des spécialistes. On a cherché de l'aide auprès des médiums de la région qui pourraient nous comprendre. Loin d'y voir une expérience effrayante, les médiums perçoivent la capacité de communiquer avec les morts comme un don, un privilège très rare. Ils ont enseigné à Faye des techniques pour mieux maîtriser ses dons et percevoir ceux-ci comme tels. Avec l'aide des médiums, le soutien de sa mère et beaucoup de travail, Faye apprend à maîtriser son don. C'est comme avoir deux vies. Une où je suis une fille normale et une autre où je communique avec les esprits. C'est très excitant. Je vois des morts. Une autre réplique que j'ai toujours voulu dire, mais ce n'est pas vraiment le cas, du moins pas quand je suis sobre. Étonnamment, c'est peut-être parce que je suis un adulte. Faye n'est pas seule dans son cas. Des millions d'autres enfants voient eux aussi des morts. Comment? Ont-ils un sixième sens? Est-ce vraiment un don? Ou une malédiction? Bizarre. Ou quoi? Faye Jackson, 13 ans, affirme voir des fantômes. Les enfants ont-ils un don? Qui de mieux placé pour répondre à cette question que Karen Good, auteur du livre Kids Who See Ghosts? Je voulais savoir si les enfants pouvaient voir des fantômes et parler avec eux. Après plus de 25 ans de recherche sur les habiletés particulières des enfants, Karen Good arrive à une conclusion étonnante. Les enfants sont plus enclins à voir des fantômes que les adultes en raison de leur capacité cérébrale. Le sixième sens commence à se développer vers 18 mois et jusqu'à 5 ou 6 ans. C'est la période où le cerveau est en pleine croissance. On a tous déjà entendu parler du sixième sens, mais qu'en est-il au juste? Qu'a-t-il de si exceptionnel par rapport aux 5 autres? J'explique aux parents que le sixième sens est en quelque sorte une forme d'intelligence intuitive. Certains ont une intuition plus développée que d'autres. Mais d'où vient le sixième sens? Est-ce un don réservé à quelques privilégiés? Étonnamment, Karen Good croit qu'il est à la portée de tous. L'épiphyse, située dans le cerveau, régule l'effet de la lumière sur l'organisme. Je crois qu'elle est la clé du sixième sens. Si on a tous la possibilité de développer notre sixième sens,
Pourquoi alors si peu d'enfants continuent d'exercer ce don une fois adultes? Au fil des changements hormonaux, les ondes cérébrales et l'état d'esprit des enfants changent. À l'âge même où ils acquièrent la logique, susceptibles de les détourner de leur intuition et leur sensibilité. S'ils ne sont pas encouragés à développer leur imagination et leur sixième sens, la porte peut se fermer dès qu'ils sont exposés à la pensée rationnelle. Les enfants acquièrent-ils le sixième sens pendant leur croissance? Devrait-on encourager ceux qui disent voir des fantômes? Les enfants comme Faye ont-ils vraiment un don? Franchement, je ne peux pas dire que j'ai été très impressionné à la lecture de l'article sur Faye. Le voyant Jack Rourke est expert en parapsychologie. Son expérience l'amène à une conclusion nettement plus banale. Il existe un phénomène dit de parentification, consistant en une inversion des rôles qui amène l'enfant à prendre soin du parent ou à vouloir imiter celui-ci. Jack Rourke croit que la parentification peut encourager un enfant à dire qu'il voit des fantômes. Plus un enfant se fait dire par un parent qu'il est spécial, sensible à ce que d'autres ne voient pas, et qu'il a des capacités empathiques ou intuitives, plus l'enfant croira qu'il a des dons particuliers. Prenez l'exemple suivant. Un enfant se réveille en pleine nuit à la suite d'un horrible cauchemar où il était pourchassé par des fantômes. Vous lui répondez que c'est impossible, que de telles choses n'existent pas. Vous perdez la capacité de réconforter l'enfant en lui disant qu'il a tort. Au contraire, si vous entrez dans la pièce en lui disant « Tu as vu un fantôme, n'est-ce pas ?» il répondra que oui. Ça commence comme ça. Pourquoi une enfant comme Faye affirmerait-elle avoir vu des fantômes? Qu'a-t-elle à y gagner? Le fait pour un enfant de se sentir si spécial lui donne le droit d'éprouver de la compassion pour le parent et d'établir un lien émotionnel avec lui. Ils partagent des activités ayant une fonction psychique. Cette relation unique est gratifiante pour l'enfant. Et pour maintenir cette proximité avec le parent, il doit entretenir cette identité psychique. Les enfants qui voient des fantômes alimentent-ils leur imaginaire avec l'aide de leurs parents? Ne sont-ils pas le moindrement spéciaux? Les enfants ont-ils vraiment des dons? L'enquêteur du paranormal Joshua P. Warren croit qu'il y a une explication médicale à ce phénomène. Faye voit peut-être des fantômes grâce à un avantage physiologique oculaire que d'autres n'ont pas. Faye a-t-elle des capacités visuelles que d'autres n'ont pas? Joshua Warren croit connaître la clé de son secret. Elle peut percevoir la lumière différemment. Toutes les données à ce jour indiquent que les fantômes sont plus visibles dans le spectre infrarouge. Certaines des meilleures images de fantômes que j'ai vues ont été captées grâce à la technologie infrarouge. Faye peut-elle voir les fantômes qui nous entourent, mais qu'on ne voit pas, faute de vision infrarouge? Règle générale, on perçoit un spectre assez réduit de lumière qui va du vert au rouge. Il se pourrait que Faye perçoive un plus large spectre que la majorité d'entre nous. Les scientifiques appellent spectre l'éventail de couleurs perceptibles à l'œil nu, ce qui correspond pour la plupart d'entre nous aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et si Faye était littéralement capable de voir ce qui nous échappe? L'œil humain se compose principalement de deux types de cellules, les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets sont utiles à la vision nocturne, mais ils ne perçoivent pas les couleurs. Les cônes, qui réagissent très rapidement, captent les couleurs.
Si Faye a plus de l'un ou l'autre, particulièrement plus de cônes, elle pourrait percevoir un plus large spectre de couleurs et de fréquences qu'une personne moyenne. Physiologiquement, son œil pourrait être plus sensible aux fréquences infrarouges ou ultraviolettes. Étonnamment, Joshua Warren croit que la vision expliquerait non seulement l'histoire de Faye, mais également pourquoi les enfants voient plus de fantômes que les adultes. Au fil du temps, les composants des yeux deviennent de plus en plus denses. Dans des cas extrêmes, ils s'opacifient et forment une cataracte. Plus on vieillit, moins on est susceptible de percevoir ce type de fréquence. Faye et d'autres enfants comme elle voient-ils vraiment le monde des fantômes en infrarouge? Faye a-t-elle un sixième sens? Ou n'est-elle qu'une enfant en manque d'attention, à la recherche de l'approbation de sa mère? On ne saura peut-être jamais. Étrange, n'est-ce pas? Voilà de fascinantes histoires de fantômes des quatre coins du monde. En Californie, la maison d'une femme est le théâtre d'une activité paranormale parmi les plus terrifiantes jamais rapportées. En Nouvelle-Angleterre, une femme est possédée par un esprit si maléfique que même l'Église catholique ne parvient pas à l'en délivrer. Et une adolescente britannique voit des fantômes et leur parle. Est-ce la preuve que certains enfants ont un don? Ces étranges histoires prouvent-elles l'existence des fantômes? Devrait-on croire les explications rationnelles, ou plutôt les ignorer? À nos risques et périls. À vous de juger. À la prochaine pour de nouvelles histoires plus bizarres les unes que les autres.